Bonjour tous. Cette fiche de lecture sera dédiée à un livre intitulé Une minorité modèle par Yahan Chuan. Il est sorti en avril 2021 aux éditions de la Découverte dans la collection Sciences humaines. Alors, qui est Yahan Chuan? Elle est née à Taïwan à une date indéterminée, j'ai essayé de trouver mais j'ai pas trouvé. Ses premiers articles datent de 2004 et ses premières publications sur les Chinois en France datent de 2010. Ses premières interventions médiatiques en France datent de 2014. Elle a obtenu son doctorat à l'université de la Sorbonne à Paris en 2015. Et donc, pour revenir au livre, il est sous-titré « Chinois de France et racisme anti-asiatique ». C'est une continuation de sa thèse qui portait sur, je cite, « la formation politique d'une minorité au-delà de l'intégration ». Fermez les guillemets. Elle a poursuivi en postdoc à l'Institut national d'études démographiques, plus connu sous le nom de l'INED, et elle est actuellement en postdoc à l'Institut de sciences politiques à Paris. Ici, dans cette vidéo, nous étudierons les différents trajets des Chinois vers la France et à l'intérieur de celle-ci, avant de voir les problèmes vécus et causés par ces derniers. Si la narration est très complète, elle souffre toutefois de quelques angles morts que j'ai trouvés personnellement, sur lesquels nous conclurons cette fiche de lecture. C'est le café crayon. Un petit disclaimer en ouverture, cette vidéo va essayer d'être un petit peu plus vive, peut-être un peu plus improvisée aussi. N'hésitez pas à me faire des commentaires et des remarques là-dessus. En attendant, la première partie s'interroge sur le départ des Chinois de leur pays et sur leur intégration économique une fois arrivés en France. Se dessine ainsi une progression globale pour toute la communauté et des changements géographiques associés. Pour étudier les raisons du départ des Chinois, l'auteur s'est déplacé jusqu'au Zhejiang, une province chinoise au sud de Shanghai. Elle y a mené plusieurs entrevues. Dans les années 90, alors que d'un côté la marchandisation a gagné tous les secteurs et augmenté le coût de la vie, de l'autre, la vague de privatisation a fait exploser le chômage. Alors, autant on attribue la révolution économique chinoise au camarade Deng Xiaoping, le grand master flash de la Chine entre 78 et 89, autant les effets décrits dans le livre datent des années 90. Donc cette période a certes vu émerger une classe moyenne chinoise, mais dans les régions industrielles, les perdants de l'économie de marché ont vu leur niveau de vie se réduire par les deux bouts. Chômage donc, et renchérissement de tout. Cette liberté de choix imposée dans le domaine économique a aussi résulté en un genre de libération spatiale avec des mouvements de population, y compris vers l'émigration, et évidemment notamment des jeunes. Ainsi, envoyer ses forces vives en Europe, c'est aussi garantir le soutien financier de ceux qui sont laissés derrière. Vis-à-vis de sa famille, la personne partie est obligée, dans les deux sens du terme, d'envoyer de l'argent, et la famille est elle-même obligée vis-à-vis du village ou du quartier de le dépenser. Je vous invite notamment à écouter le précédent Café Espresso qui explicite bien ces réseaux de devoirs plus ou moins subis, ainsi que leur contexte culturel. Il y a certains ajouts qui sont difficiles à imaginer seuls et qui ne sont pas précisés dans le bouquin. Donc là, vraiment, ce Café Espresso-là, il est pas trop mal de ce point de vue-là. Bref, un autre élément à ne pas négliger, c'est l'effet de mode. Dans le village, tout le monde envoie un ou plusieurs enfants à l'étranger, donc toi aussi tu iras en Europe. Plusieurs témoignages émanent d'immigrés ayant eu une situation enviable en Chine et qui sont pourtant contraints par leur famille d'aller s'émigrer en Europe avec plus ou moins d'heures. Un autre élément qui n'est mentionné qu'entre la poire et le fromage, c'est la politique de l'enfant unique. C'est, je pense, un genre d'épée de Damoclès qui, sans être une raison qui déclenche le départ de qui que ce soit, endure un peu toutes les contraintes qui sont associées au fait de rester en Chine. Une fois en France, l'auteur confirme en partie la caricature qui veut que la minorité chinoise de Paris s'est investie dans le textile. D'abord intégrée aux ateliers de maroquinerie établis dès les années 50 à Paris, l'essentiel des Chinois venus en France a été absorbé par l'industrie textile très gourmande en main-d'œuvre. Cela nous est présenté comme une tendance usuelle et même mondiale, et comme la suite logique des précédentes vagues parisiennes citées dans le livre. Je cite Auvergnats, Pieds Noirs, Kabyles, Yougoslaves, Arméniens, Turcs, Tamouls, réfugiés indochinois et Chinois donc.
Ils ont d'abord travaillé pour les séfarades dans le secteur de la production, dans le quartier parisien du Sentier. Un témoignage nous dit même que sans les Chinois, les marques très années 90, Kukai ou Naf Naf, n'auraient jamais existé. Après avoir sous-traité dans les années 80-90, ils sont devenus indépendants dans les années 90-2000 en installant leur fabrique ailleurs dans le quartier Popincourt de Paris. Je laisse les plus courageux d'entre vous vérifier la présence de Chinois dans le film La vérité si je mens. Je ne suis pas allé vérifier moi-même, mais je suppose que c'est peut-être mentionné à gauche ou à droite. Une autre voie professionnelle, plus récente, est celle de la manucure, trustée par des émigrées féminines plus âgées. On note que pour une dame en Chine, âgée ça veut dire ayant passé les 24 ans. Le mouvement est en plusieurs bandes pour utiliser une métaphore billardistique. L'histoire a commencé dans les années 2000 aux États-Unis d'Amérique, où les dames émigrées asiatiques se sont lancées dans le secteur de la manucure, simplement parce que l'investissement de départ est minimal. On achète ses propres outils, ses vernis et autres consommables, et la formation se fait sur pièce, on s'entraîne sur les clients. Enfin, sur les clientes. De fait, les Américains ont racialisé l'observation et ont attribué aux dames asiatiques la réputation d'être, par essence, douées pour la manucure. Oui, en Amérique, il y a la rédemption de Dieu qui tombe sur le coin de la gueule de certains, et pour les autres, c'est un pouce cuticule ou un poulet frit. La réputation et surtout l'usage se sont transmis en Europe et en France, et de nombreuses Chinoises se sont trouvées une place dans un salon de manucure. Nous y reviendrons un peu plus tard d'ailleurs. Pour les messieurs qui m'écoutent, je vous laisse 10 secondes pour aller vérifier ce qu'est un pouce cuticule. Et pour les dames, 10 secondes pour écrire un commentaire pour me convaincre que le sexe dit faible écoute aussi mes élucubrations. Au final, et comme souligné dans le précédent Café Espresso, les tout premiers immigrés des années 50 ont permis progressivement aux autres Chinois venus en France à s'intégrer par l'embauche illégale. La progression type sera donc d'émigrer de Chine dans la vingtaine, en faisant un voyage qui durera entre 3 semaines et 3 mois. Ensuite, on trouvera à s'embaucher comme apprenti dans une fabrique, puis comme véritable ouvrier pour gagner en galon et, éventuellement, investir soi-même dans une, puis 2 fabriques, voire un restaurant. Les fabriques textiles installées dans le Paris intramuros fonctionnent donc parce que l'auteur est décrit comme une auto-exploitation communautaire. Cette exploitation est cependant à mettre en écho avec le réseau d'obligations tissé entre l'émigré, la famille et le village. Il ne faut pas oublier que la majorité des immigrés chinois dépeints dans le livre viennent de Wenzhou, et les patrons aussi. Ces derniers se voient donc plus ou moins forcés, en fait, de trouver un emploi au premier cousin de la fille de la troisième tante restée au bled. Et en conséquence, le fait que le patron en ait presque à fournir le travail et le logis dans des dortoirs, par l'intermédiaire de la famille ou des amis, donne l'impression, vue de l'extérieur, d'un genre d'organisation concertée. Petite parenthèse d'illustration, à Pékin, tout le monde conduit sa bagnole ou son scooter n'importe comment en suivant visiblement des règles non dites que personne ne serait capable de lister. Et malgré le chaos de la conduite de chacun, je n'ai moi-même jamais vu un seul accident de circulation. Je suppose que c'est à peu près du même tonneau concernant la soi-disant organisation des Chinois en France. Un tas de règles non dites que tout le monde suit plus ou moins confusément, ou plus ou moins confuciamment. Oui, c'est le jeu de mots de l'année. Une dernière sous-partie dans cette grande partie sur la progression géographique. Donc l'immigration chinoise récente s'est installée dans le premier arrondissement de Paris, qui est la capitale de la France. Ils sont ensuite passés du Sentier jusqu'au 3e arrondissement, autour d'une station de métro appelée Arts et Métiers. Je vous invite évidemment à consulter la carte pour les personnes qui ne sont pas familières avec la géographie de Paris. Ensuite encore, ils sont allés s'installer dans un quartier plus grand nommé Popincourt, en fait qui correspond apparemment à la totalité du 11e arrondissement. Au final, et puisque leur présence incommodait les indigènes, ils ont déplacé leurs activités dans une banlieue limitrophe de Paris, au nord-nord-est, la mythique, mystérieuse et mitoyenne Aubervilliers. Ce n'est pas arrivé par hasard, car la ville en fait était désindustrialisée depuis déjà 20 ou 30 ans, donc il y avait des entrepôts et des infrastructures à ne plus savoir qu'en faire. Le livre nous dit que les industrieux chinois ont été tellement bien accueillis par la mairie qu'a été organisée la campagne « J'aime ma ville » pour la propreté du quartier. C'est-à-dire que les Chinois ont été tellement bien accueillis qu'ils ont décidé d'arrêter de laisser leurs déchets et dégueulasseries diverses dans la rue et de rendre les façades attrayantes.
Il suffit de s'être baladé dans une rue en Chine ou à Shanghai, oui, il y a une blague, pour se rendre compte que c'est quand même assez exotique que des Chinois prennent l'initiative de faire cela. La plaisanterie en question étant que Shanghai ne ressemble pas beaucoup, à mon avis, au reste de la Chine. Mais bon, ça c'est un avis personnel. L'immigré chinois est souvent un homme entre 20 et 30 ans dont la famille paye des passeurs pour voyager de 3 semaines à 3 mois, tout de même, pour aller en France rejoindre un membre plus ou moins distant de la famille, voire un ami. Les filles décrites dans le livre ont rejoint un fiancé ou un mari déjà installé en France, et même si personnellement je crois que beaucoup d'entre elles partent en indépendant, exactement dans la même situation que les garçons. Le livre décrit d'ailleurs les conditions de vie de certaines chinoises sans papier, pas toujours très bien traitées par les familles chinoises, qui les hébergent et embauchent comme nounou. Une fois arrivé, le.la chinois.ze trouve à s'embaucher qui comme nounou, qui comme boucher, qui comme apprenti dans un atelier textile. À l'issue de ça, certains vont gagner en galon au sein de l'atelier, voire s'installer à leur compte comme sous-traitants indépendants dans leur propre chambre .atelier. Avec beaucoup de travail et un peu de chance, certains vont devenir patrons, ouvrir leurs propres ateliers ou investir dans un autre type d'entreprise, restaurant, épicerie, etc. Alors, je me permets juste une parenthèse sur les dortoirs. Alors, un dortoir, comment ça marche? Eh bien, c'est tout simplement un appartement ou une maison dont chaque pièce contient 1, 2 ou 10 lits superposés. Le livre ne précise pas s'il y a des lits superposés dans les toilettes ou dans la cuisine. Certains couples y louent une chambre individuelle. Et donc, c'est par définition le lieu de sociabilité, d'échange et d'entraide pour les nouveaux venus. En mode, tu peux glisser un mot pour moi à ton patron, tu peux m'aider à remplir un papier administratif en français, c'est quoi cette bouteille de lait, bref, vous voyez le genre. Un phénomène qui mériterait d'être étudié plus profondément est celui des découragés. Parce que, ça et là, dans les dortoirs, on trouve ceux qui ont immigré, mais qui n'essayent même plus d'améliorer leur situation. Ils n'essayent plus de changer de travail, d'améliorer leurs horaires ou de trouver un autre endroit où dormir. Aucun cas féminin de découragement profond n'est décrit ainsi dans l'enquête. Et franchement, je pense que c'est une piste. Surtout pour une sociologue qui, pour montrer patte blanche dans son petit milieu de sociologue, s'est, depuis, découvert une passion pour ce que l'on appelle en bon français les gender studies. Jusqu'à présent, on s'est intéressé à une description positive de ce qui se passe pour les Chinois en France. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui ne se passe pas, en parlant des frictions avec le voisinage, la police et les patrons non chinois, et finalement la difficulté à pénétrer le paysage mental français. L'immigration, selon le livre, ne va pas sans quelques problèmes, au premier rang desquels ceux de voisinage. Assez rapidement s'est créée une association de voisinage contre les Chinois dans le 11e arrondissement de Paris, en France, situé en Europe, sur la planète Terre, troisième planète du système solaire de la Voie lactée, code postal 75011. L'association en question s'est choisi un angle d'attaque que j'ai trouvé original, la monoactivité. Selon cette idée, le quartier se retrouve trop spécialisé dans une activité unique, en l'occurrence la transformation textile. Les symptômes de cela sont, selon les plaignants, le bruit des camions et le fait que les travailleurs chinois ne disent pas bonjour. Notons qu'il n'y a qu'en France que l'on dit constamment bonjour, s'il vous plaît, je t'en sers une, il reste des cacahuètes, ou même merci, y compris quand la maréchaussée vous tend une amende à 135 balles. Il suffit d'aller en Italie pour s'apercevoir que toutes ces billevesées traditionnelles, quoiqu'un peu artificielles, n'ont cours qu'en France, ou presque. Pour revenir à nos moutons, les habitants du 11e arrondissement ont visiblement choisi de considérer cet usage, ou ce manque d'usage, comme une chance d'enrichissement. Bref, il ne faut pas creuser beaucoup pour entendre un membre de la mairie de gauche déclarer « il n'y a plus que des Chinois », ce qui n'est pas très vivre ensemble, vous l'admettrez. Eh bien, c'est ça que l'auteur note. La monoactivité comme risque pour la pluralité des activités économiques du quartier n'est qu'un paravent pour s'attaquer aux Chinois, considérés comme trop nombreux et trop différents. Et c'est bien ça que moi j'ai noté. Un témoignage nous dit en substance à un certain moment « Non, mais vous vous rendez compte, l'exploitation humaine sous nos fenêtres, c'est quand même pas possible. » En gros, l'exploitation, c'est mal quand c'est ici, mais c'est tellement pittoresque quand c'est dans des pays exotiques comme l'Asie ou Aubervilliers. Vous l'aurez compris, je peine à voir dans ces attitudes superficiellement racistes autre chose qu'un profond mépris de classe pour le travail physique. Et on peut toujours compter sur un membre de la mairie de gauche
pour renvoyer dans leur coursive Jackie et ses gitas de maïs, ou Guoyu et son camtar diesel. Pour parler des rapports avec les officiels, on va s'intéresser un peu plus à la police. Dans la représentation des illégaux chinois, l'horizon d'attente presque unique est l'obtention de papiers. La difficulté pour remplir les papiers administratifs et la maîtrise même du français face au personnel administratif et à la police domine. Concernant la police, les témoignages des Chinois semblent insister beaucoup sur l'injustice qui leur est faite des contrôles aux faciès. Dans la dernière partie du livre, l'auteur souligne à quel point il est regrettable que les illégaux n'aient pas d'existence administrative. Je vous laisse y réfléchir. Des personnes dont la présence sur le territoire français n'est pas validée administrativement trouveraient illégitime de ne pas exister aux yeux de l'administration. Ce que je peux vous proposer, c'est de prolonger l'expérience en allant à la mairie d'une ville où vous n'habitez pas pour y obtenir je ne sais quel papier administratif. Et bien ce sera la même chose, si on vous rit au nez, vous pourrez envoyer vos réclamations au racisme systémique à Yahan Chuan, Sciences Po, 27 rue Saint-Guillaume, 75 007 Paris, France. Toutefois, ce qui transpire à travers le livre, c'est le deux poids, deux mesures que les Chinois ressentent du fait de leur manque de maîtrise du français. C'est un véritable stigmate sur lequel insiste le chapitre sur les luttes des manucures pour leur salaire. En effet, l'essentiel des boutiques de manucure sont la propriété de personnes d'origine subsaharienne. Ces dernières ont réussi à rendre leur commerce légal grâce à leur maîtrise du français, alors même qu'ils embauchent du personnel illégalement et s'autorisent parfois à ne pas les payer. Tout un chapitre est dédié à la narration d'une grève des manucures chinoises. Les patrons de ces salons sont perçus, à tort ou à raison, puisque la nationalité effective des propriétaires n'est pas confirmée dans le livre, ils sont donc considérés par les Chinois comme des Africains, donc des immigrés qui se permettent d'être dans l'illégalité sous prétexte de leur maîtrise de la langue. Cette histoire d'auto-exploitation communautaire, que j'avais décrite un petit peu plus tôt, se base sur un certain nombre de règles communes. Cependant, dès que les Chinois essayent de faire des affaires avec, entre guillemets, l'extérieur, ils semblent limités à du semi-légal et finissent par être les canards laqués de la farce. D'où le renforcement d'un certain hermétisme de la communauté chinoise contre les autres, nationaux ou immigrés. On en revient aux notions de jeûne et de guanxi que j'avais mentionné dans la toute première vidéo de la chaîne sur les services secrets chinois, vidéo que pour le coup je vous déconseille, elle est pas géniale. Je vous mets malgré tout le lien dans la description. Pour répéter ce que j'y avais dit, la notion de jeûne ressemble à y regarder de près à travers un mur de briques, à l'attitude d'un honnête homme à la Rabelais. Cependant, la noblesse d'esprit de l'homme confucéen est centripète et contingente, désolé pour le terme. C'est-à-dire qu'en fait, plus une personne est éloignée de votre centre familial, amical ou d'affaires, moins vous êtes tenu de respecter votre parole, ou même d'être poli avec la personne. Alors, déjà que c'est valable entre Chinois, voire au sein de l'ethnie Han, alors vous imaginez avec les non-Han. En conséquence, la solidarité intégrée décrite plus tôt enjoint l'ensemble des membres chinois ou perçus comme tels à se centrer sur la communauté. Ce qui est décrit là est une société confucianiste qui est perçue par ses acteurs comme une espèce de tout harmonieux. Concrètement, cette manière de voir la société comme un tout harmonieux vous interdit les récriminations. Parce que faire une récrimination et faire une demande, c'est insulter toutes les personnes qui n'ont pas fait la demande jusqu'à présent et aussi c'est aussi une manière d'insulter les personnes qui sont au-dessus de vous, qui ont laissé une situation disharmonieuse perdurer. Tout cela rend stérile l'initiative, dans un chapitre du livre, d'un représentant de la CGT qui présente l'opposition patron-employé avec la candeur de l'évidence face à des Chinois qui tentent, eux, de faire comprendre que, selon eux, les patrons sont des alliés, sans lesquels ils n'auraient ni travail, ni salaire, ni dortoir, ni aide pour remplir les papiers, ni jour de congé pour aller à la préfecture. Et du coup, les travailleurs à qui ils s'adressent ne sont pas mentalement, dans leur schéma social, ils ne sont pas mentalement en France. Ils sont des Chinois, dans un environnement chinois, dont il faut suivre les règles chinoises pour survivre. Ce qui fait que l'intégration, mentalement, est réduite vraiment à son minimum. La toute dernière partie va s'intéresser aux angles morts. Partez de l'idée que je ne suis pas objectif. C'est-à-dire qu'en réalité, je vais beaucoup insister sur des éléments qui manquent. Gardez malgré tout à l'esprit que le livre a d'énormes qualités dans lesquelles je reviendrai au sein de la toute conclusion.
Et comme on est malgré tout là pour polémiquer, et pour Yahan Chuan aussi, on va continuer à souligner ce qui ne va pas dans le bouquin. On va se pencher sur la définition très germanopratine de la France, sur un gros non-dit concernant les violences subies par les Chinois, sur la promotion du communautarisme, le plus étriqué comme libération, et sur l'intégration. Les interviews, vous l'aurez compris, se passent certes en Chine du Sud, mais aussi en France. Je ne saurais préjuger des choix de lieu où l'auteur a mené ses enquêtes en Chine, cependant on note que l'auteur a choisi ces Chinois de France quasi exclusivement dans Paris intramuros. Je dis quasi exclusivement car elle a quand même réussi à se déplacer dans la fort lointaine Argenteuil. Argenteuil est décrite par son passé industriel, la disponibilité de ses entrepôts, ses problématiques municipales, etc. Alors ça c'est très bien, mais à titre personnel, je n'avais aucune idée de ce qu'était le quartier Popincourt avant d'être allé chercher sur une carte. Et de même, malgré mes quelques connaissances concernant la ville de Paris, il m'est très difficile de me représenter des entrepôts ou d'en justifier la présence dans une ville qui n'offre à ses visiteurs, figurativement, qu'une seule grande devanture hyper tertiarisée. Yahan Chuan part du principe que tout Français est tenu de connaître la géographie et l'histoire parisienne sur le bout de ses ongles manucurés. En cela, il semble qu'elle se soit bien acclimatée à l'université française. On salue les Canadiens francophones, les Sénégalais ou les Français ayant échappé à l'hypermétropolisation, forcés de lire le bouquin avec un guide du retard pour le décoder. Merci. L'angle mort du livre est, en somme, que son sous-titre est inexact et il aurait peut-être dû être « Chinois de Paris et racisme anti-asiatique ». Concernant l'expression de ce racisme, j'ai déjà pointé du doigt le fait que le racisme des institutions, police et administration, cible moins les asiatiques que les sans-papiers et les non-francophones. Quant à la violence non symbolique, il est nécessaire de rappeler que l'étude est initiée, du moins dans sa narration, par la manifestation du 20 juin 2010, où près de 10 000 personnes avaient manifesté contre l'impunité des agresseurs ciblant les asiatiques. En gros, se faire un chinois dans le jargon professionnel de ces gens-là. Je suppose que l'auteur a donné le coup d'envoi de l'adaptation de ses travaux en un livre édité lors de l'émergence de la pangolinite aiguë, fin 2019, début 2020. Et il est tout à fait normal et souhaitable qu'un spécialiste d'une question se propose d'expliquer un phénomène sous-jacent lorsqu'il s'invite dans l'actualité, je ne critique pas cela. N'oublions pas non plus la seconde vague, plus importante encore, d'agressions ciblant spécifiquement les Asiatiques vers novembre 2020, à l'issue du second confinement en France. Un article de France 3 Île-de-France souligne que des messages sur les réseaux sociaux prenaient la crise avec les Ouïghours pour excuse pour cette violence qualifiée par la LICRA d'intercommunautaire. Malheureusement, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme n'explique pas quelle communauté cible la communauté asiatique. C'est ça la définition de intercommunautaire. Et pour expliquer cela tant bien que mal, vous me connaissez, je ne résiste pas à vous lire un extrait, page 148. Habitués à jouer à cache-cache avec la police, ils préfèrent vivre entre eux et rester chez eux pour se rassurer. Ils se plaignent d'ailleurs du problème des contrôles au faciès, comme l'exprime l'un des enquêtés. Les policiers devraient dépenser plus de temps et d'énergie à arrêter les voleurs et les agresseurs au lieu des travailleurs au noir qui ne troublent pas l'ordre public. Ils devraient également supprimer les trop fréquents contrôles d'identité auprès de la jeunesse chinoise, car cela n'amène rien de bon pour la stabilité et le développement de la société française. La conjonction de l'impuissance et du sentiment d'insécurité, crainte permanente d'être la cible d'une agression, devient par la suite un marqueur de frontière ethnique, poussant les immigrés chinois à maintenir une forte mentalité de repli ainsi qu'un préjugé tenace envers les individus d'autres minorités visibles. Ce sentiment d'insécurité et le désir de protection sont devenus la base émotionnelle de la manifestation de 2010. Le 1er juin 2010, une bagarre entre un Chinois et un groupe de jeunes du quartier de Belleville enclenche le processus qui débouchera sur la première manifestation. Ce soir-là, à la fin d'une fête de mariage, plusieurs invités chinois se sont vus arracher leur sac ou leur smartphone par un groupe de jeunes du quartier. Ayant entendu les appels au secours, Aou, un jeune homme chinois embauché par une entreprise de transport, sort de la salle des fêtes avec plusieurs invités et tire avec un pistolet sur les agresseurs. L'un des assaillants est gravement blessé au genou. Suite à la bagarre, Aou est immédiatement arrêté par la police. Un peu plus tard,
Si les vols sont fréquents dans la vie quotidienne du quartier de Belleville, l'arrestation de ce jeune homme chinois à cause d'un conflit d'ordre ethno-racial a provoqué un sentiment d'injustice exceptionnel. Par la suite, les immigrés chinois d'Île-de-France, qu'ils habitent donc à Belleville ou non, se sont sentis impliqués dans l'affaire Aou et ont eu ainsi le sentiment d'appartenir à une communauté et de partager son destin. Dans un premier temps, de nombreux internautes ont partagé l'expérience de leurs agressions et leurs sentiments de menaces quotidiennes. Par la suite, Aou a été décrit comme un martyr défendant la dignité des Chinois face aux autres communautés. En fait, tout ce chapitre est proche de l'incompréhensible. C'est vrai que, ailleurs dans le livre, on décrit des tensions entre des patrons d'origine subsaharienne et des manucures chinoises. Cependant, ce qui est gênant, c'est que d'un côté, on décrit à l'envi les vols avec violence et le sentiment d'insécurité, et de l'autre, l'auteur mentionne, comme ici, entre la poire et le dessert, le fait que c'est une violence interethnique ou intercommunautaire, sans pourtant le démontrer. Alors, les Asiatiques sont ciblés à cause de leur réputation de sans-papiers, employés de manière illégale et n'étant payés qu'en liquide, donc transportant systématiquement beaucoup de liquide. Mais ça, c'est une explication économique. Et l'origine asiatique des victimes en fait un phénomène à la rigueur ethnique, mais pas interethnique. Je ne m'explique absolument pas, mais vraiment pas du tout, hein. Vraiment, j'ai aucune explication, je n'ai aucune piste de pourquoi l'autrice ne creuse pas le sujet. Donc voilà, si le terme de violence interethnique est utilisé, c'est donc que les voleurs .ze.s ne sont pas chinois, ça c'est certain. Enfin bon, tant pis, Han Chuan a eu le courage d'aller jusqu'en Chine continentale pour nous raconter à quel point les Français sont racistes, mais n'a pas eu le temps de nous préciser qui agresse les Chinois et les Asiatiques de Paris. Et moi-même, je suis bien incapable de vous le dire. Heureusement, il n'y a pas qu'en Chine qu'elle est allée, le livre nous permet aussi de faire une petite escapade normande. Je la mentionne car le chapitre nous raconte qu'un couple de Chinois a repris un bar en bord de mer. Pour ceux qui ne savent pas, le fait pour une famille de Chinois de racheter un café est un lieu commun parisien, et donc français, concernant les Français d'origine chinoise. Et le racisme y est illustré par le fait que l'ancien propriétaire était gêné de revendre son fonds de commerce à des Chinois. J'aurais tendance à penser que n'importe quel patron et propriétaire est tatillon sur qui reprend son fonds de commerce, qui est quand même son bébé. Ce qu'on sent dans le texte est plus une appréhension vis-à-vis de l'éthique de travail des gens que de leur origine en soi. Et on note que la France, pour la sociologue, c'est Paris, sa proche banlieue et la Normandie, c'est-à-dire l'incarnation de la province vue de Paris au XIXe siècle. Dans sa tête, Lille, Lyon, Marseille, Perros-Guirec, à mon avis, c'est des satellites de Jupiter. Mais j'ai mieux pour vous. On nous révèle dans le chapitre, page 115, que c'est difficile de s'intégrer dans un endroit où il n'y a pas de minorité racisée. Pour la petite note, malgré son usage par les milieux SOS Douarnemisme, Justice pour Obono ou le Conseil représentatif des associations congoïdes, personnellement, je trouve que le terme racisé est assez clair et assez utile. C'est personnel. Le côté participe passé de l'adjectif souligne bien la passivité entre guillemets du phénomène et que on est renvoyé à une race quand on est, disons, le seul noir dans un festoche de métal ou le seul blanc dans un petit bled chinois. Bref, on en revient à ce que je disais, j'ai plusieurs questions concernant l'affirmation de la dame qui dit que c'est difficile de s'intégrer dans un endroit où il n'y a pas de minorité racisée. Alors question 1. Est-ce que la difficulté ne concerne que les racisés ? C'est-à-dire que Giovanni le Piémontais s'intégrera-t-il dans une commune d'Ardèche qui n'a pas de communauté piémontaise ? Question 2. Est-ce que la difficulté ne concerne que les racisés ou bien tout le monde ? Si Jean l'Ardéchois déménage dans une commune d'Ardèche, dans laquelle il y a une communauté racisée, disons sénégalaise, est-ce qu'il va s'intégrer ? Question 3. Que se passe-t-il si Giovanni le Piémontais s'installe dans une ville d'Ardèche où tout le monde, sans exception, est d'origine piémontaise ? Du coup, il n'y a pas de communauté dans la ville, parce qu'elle est fonctionnellement piémontaise. Enfin bref, blague à part, je vais choisir de décrypter le propos de la sociologue comme étant « Il est difficile pour un Chinois de s'intégrer à une ville française dans laquelle il n'y a pas de communauté chinoise ». Alors c'est pas mal, mais vraiment, une toute petite phrase comme celle-ci illustre bien le point de vue très à l'américaine, contrairement au homard, de la sociologie postmoderne.
c'est-à-dire l'éclatement de toute idée de commun en une multitude de petites communautés égocentriques et resserrées sur leurs petites exceptions statutaires. Voilà, ça c'est un peu attristant de voir ça, et c'est peut-être le fait que c'est vraiment une toute petite phrase au détour d'un chapitre, c'est peut-être plus révélateur que si elle avait dédié un chapitre entier d'une certaine manière. Ça montre une attitude qui est peut-être pas nécessairement compatible avec nos traditions françaises, ce qui n'est pas délirant de la part d'une Taïwanaise, je vous dirais. Elle a quand même des personnes qui sont au-dessus d'elle et qui visiblement approuvent cette lecture des choses, communauté à communauté, ce qui est peut-être un petit peu, disons, critiquable, pour le dire gentiment. À l'échelle plus individuelle encore, la toute dernière partie du livre transcrit des bribes d'entretien avec des adolescents français. On comprend que ces derniers, à la sortie du milieu lycéen, réécrivent leur adolescence à travers le prisme ethnique. Personnellement, j'oserais soupçonner les reportages états-uniens bradés à des rédactions de journaux nationaux et aussi les séries Netflix. Par le truchement du Saint-Esprit, ils réalisent que les autres adolescents leur renvoyaient une image d'asiatique et les ciblaient et les identifiaient ainsi. Alors que, bon, toute personne non racisée qui écoute cette fiche de lecture, et se rappelant bien de son adolescence, le sait. Les adolescents ne ciblent jamais leur père. Un adolescent, ça ne critique jamais l'apparence d'un petit camarade parce qu'il est trop bien ou trop mal sapé, ou qu'il a la tronche tartinée d'acné juvénile. Non, non, jamais. Sans ironie cette fois, j'imagine que la petite Léa sera ravie, je l'espère, le jour où elle réalisera qu'elle s'en est bien tirée à être soi-disant l'asiatique pendant ses 3 ans de lycée, et pas celle qui vomit quand elle a ses règles, ou celle qui peut pas se laver chez elle. Oui, ça existe. On voit par exemple une jeune fille d'origine vietnamienne, allez, tenez-vous bien, vivre à Shanghai, puis en Thaïlande, pour se rapprocher de ses origines vietnamiennes. 5 secondes pour y penser. L'auteur, pourtant elle-même née à Taïwan, nous parle, à travers ses témoins, de ce grand pays qu'est l'Asie, comme les Européens parlent de l'Afrique ou comme les Américains de l'Europe. Un conglomérat brumeux dont les spécificités régionales sont finalement anecdotiques. Shanghai, la Thaïlande, le 13e arrondissement de Paris, tout ça c'est un peu pareil. Et puis donc un autre témoignage qui se ravit de la position privilégiée qu'il avait en Asie alors qu'il n'avait pas de statut particulier en France. Ce qui est drôle à travers cette quinzaine de pages, situées à la fin du bouquin, c'est que la sociologue nous décrit des Français qui se sont amusés à aller jouer à Martine au pays des nouilles pour tout simplement profiter d'un statut d'expatrié, qu'ils auraient eu peu importe leurs origines de départ. Ce mode de vie international est présenté par l'auteur comme une espèce de manière de sortir par le haut d'une forme de stigmate, mais ce n'est au final qu'un mode de vie banal de diplômés zigzagant d'un centre urbain globalisé à l'autre. Leur seule différence, c'est les bubble tea, les animés et les pokéballs. En un mot, des trucs qui se consomment et qui sont marketés. Alors qu'on soit clair, j'extrapole pas mal, mais la leçon présentée comme positive par ces témoignages soi-disant anecdotiques, c'est de s'intégrer à la mondialisation hyper-urbaine en fonction du segment marketing qui ont été attribués aux personnes en question. Donc voilà, si tu es d'origine asiatique et que toi t'as pas eu de problème particulier et que t'as fait un lycée agricole, ouais, mais comme tu corresponds pas à un segment marketing, t'as pas d'identité du tout. En conclusion, il s'agit de rappeler que malgré mes critiques, on dira que ce sont des additions de ma part, le livre est bien narré. Chaque chapitre est ce qu'il faut d'indépendants les uns des autres, mais il y a malgré tout un fil rouge qui mène le lecteur. Les quelques répétitions dans les chapitres, ça et là, sont loin d'être inconfortables et agissent comme des rappels, et pas comme des erreurs de recopiage par exemple. Fondamentalement, le livre a été écrit et pensé pour être lu, ce qui n'est pas si usuel. Par ailleurs, l'étude est assez complète et offre au moins un accès à ce type d'études et de réflexion. En réalité, le calque d'analyse à l'américaine, communautaire et racialiste que je critique, n'est que un peu présent dans le dernier quart du livre, que j'imagine avoir été écrit un peu plus récemment pour montrer patte blanche, dans l'ambiance révolution culturelle des 5 dernières années en milieu universitaire, notamment dans le petit milieu sociologique. Malgré tout, l'immigration chinoise semble, à travers ce qui est décrit, être terminée plus ou moins à la faveur d'une implantation nationale. Le fait d'en entendre si peu parler est certainement une bonne nouvelle. De même, le thème du racisme anti-asiatique présent dans le sous-titre est finalement assez peu présent dans le livre. Contrairement à l'atmosphère actuelle où, pour paraphraser Christophe Castaner, l'émotion dépasse les règles intellectuelles, le livre n'accuse pas vraiment les Français de racisme. Le sujet est traité assez superficiellement,
probablement du fait de la superficialité du racisme anti-asiatique globalement en France. Bref, une étude assez approfondie qui présente plusieurs aspects d'un même sujet par une narration lisible et que je vous conseille de consulter, ne serait-ce que pour 1 ou 2 chapitres. J'espère que mes explications vous auront paru suffisamment claires et suffisamment vives. N'hésitez pas à me faire quelques critiques si ça peut m'aider. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite de bonnes journées.